L'océan au large de la Basse-Californie est habituellement un concert sonore. Cliquetis des dauphins, bruissement des vagues, grondement lointain des hélices de navires. Mais aujourd'hui, les terres étaient déchirées par autre chose. Nous dérivions sur notre petit canot Zodiac, moteur coupé. Moi, instructeur de plongée avec 20 ans d'expérience, et Marc, mon partenaire et le meilleur opérateur sous-marin que je connaisse. Nous cherchions des bancs de thon à filmer, mais nous avons trouvé le malheur. L'hydrophone, immergé par-dessus bord, transmettait un son qui faisait vibrer nos tympans. Ce n'était pas le chant célèbre des baleines à bosse, mélodieux, hypnotique, semblable à un violon. C'était un gémissement rauque, de basse fréquence, un cri de désespoir. « Il est quelque part par ici », dit Marc en enlevant ses écouteurs, le visage pâle. Le son s'estompe. Mike, il faiblit. Nous avons aperçu des bouées. Des flotteurs en plastique sale, incrustés de coquillages, qui tenaient à peine à la surface. Un filet fantôme, un engin de pêche abandonné, dérivant dans l'océan depuis des années et tuant tout sur son passage. Sous nous, dans les profondeurs de l'eau bleue, une ombre de la taille d'un autobus se débattait. « Prépare l'équipement », ordonnai-je en fermant ma combinaison de plongée. « Couteau, coupe-fils, prends tout. »« Tu te rends compte qu'il peut nous écraser ?» demanda Marc en vérifiant son détendeur, mais ses mains tremblaient. « S'il panique, un seul coup de queue et il ne restera de nous qu'une flaque. Et si on fait rien, il va s'étouffer. Les baleines respirent de l'air, Marc. Ils se noient. Imagine ce que c'est. Avoir des poumons, voir le soleil au-dessus, mais être enchaîné au fond. » Nous avons plongé. Le bleu nous a instantanément enveloppés. La pression a comprimé nos tempes. À 20 mètres de profondeur, nous l'avons vu. C'était un jeune mâle baleine à bosse. Des tonnes de muscles et de grâce, maintenant transformés en un nœud de douleur. Le maudit filet, tissé de nylon épais et de câbles d'acier, avait enlacé sa queue, ses nageoires pectorales, et le plus terrible, passait à travers son évent, s'incrustant dans sa chair. La baleine se débattait, se tordait de tout son corps, essayant de se débarrasser de ses chaînes. L'eau autour bouillonnait de ses mouvements. L'onde de choc d'un battement de nageoire de 5 mètres m'a repoussé en arrière, éjectant mon embout buccal. J'ai repris ma respiration et j'ai fait un signe à Marc. « Arrête, attends. » La baleine nous a remarqués. Un œil énorme, de la taille d'une assiette, s'est concentré sur les petites silhouettes en caoutchouc noir. Dans cet œil, je m'attendais à voir la folie de l'agonie, mais j'y ai vu de l'intelligence. J'ai nagé lentement vers lui, les mains ouvertes, le couteau encore dans son étui. Je priais tous les dieux marins. « Ne frappe pas, comprends-moi, s'il te plaît, comprends. » Et le miracle s'est produit. La baleine, qui une seconde auparavant aurait pu broyer des rochers, s'est soudainement figée. Elle est restée suspendue dans l'eau, ne bougeant que légèrement ses nageoires pectorales pour maintenir son équilibre. Elle a cessé de tirer sur le filet. Elle nous donnait sa permission. Nous nous sommes jetés sur le filet comme des possédés. Marc travaillait à la queue, moi à la tête. Le nylon était épais, imprégné de sel et de sable. Il émoussait les lames instantanément. Nous avons scié, coupé, déchiré. Je voyais le filet s'incruster dans la peau de la baleine. Des plaies sointaient un sang sombre et épais, se dissolvant dans l'eau en nuages verdâtres. La baleine supportait. Elle émettait des sons étouffés. Une vibration qui traversait mon corps, résonnant dans ma cage thoracique. Cela ressemblait au ronronnement d'un chat géant. « Encore un peu, mon pote », murmurai-je mentalement, en coupant un autre câble qui lui serrait le cou. L'air dans nos bouteilles diminuait. Nous travaillions à bout de force depuis 15 minutes. Et là, Marc m'a soudainement saisi par l'épaule et a pointé du doigt la sombre profondeur de l'océan. Un rebondissement de l'histoire que nous craignions. Mais n'attendions pas sitôt. L'odeur du sang avait attiré des invités. Des silhouettes se sont matérialisées dans l'obscurité. Des museaux courts caractéristiques, des rayures verticales sur les flancs. Des requins tigres. 3. Non, 5. Ils ne se contentaient pas de tourner en rond. Ils bougeaient de manière saccadée, agressive. Un signe certain que l'attaque était imminente. La baleine est une proie trop grosse tant qu'elle est vivante. Mais 2 plongeurs sans défense, sentant la peur et se battant avec un filet, sont une collation idéale. « Mike !» J'entendais le cri de Marc, même à travers mon détendeur. Les requins ont commencé à resserrer le cercle. L'un d'eux, le plus grand, est passé à 1 mètre de moi, me frôlant la palme de son flanc rugueux. Nous avions le choix. Abandonner la baleine et essayer de remonter à la surface, ce qui, en présence de requins, équivaudrait à un suicide. À la surface, nous sommes sans défense. Ou finir le travail. La baleine a senti les prédateurs. Son œil s'est dilaté.
Elle a émis un grondement aigu et alarmant. Elle aurait pu se débattre maintenant, déchirer les restes du filet au prix de ses propres blessures, et s'en aller, nous laissant être dévorés. Mais elle n'a pas bougé. Elle attendait. J'ai pris une décision. J'ai fait signe à Marc de s'occuper du dernier câble qui retenait la queue. Moi, je me suis agrippé à une touffe de fil de pêche sur sa tête. Nous avons coupé, dos à dos, tandis que les requins faisaient des tentatives d'attaque. J'ai repoussé l'un d'eux avec mon couteau, le frappant au museau avec le manche. Clic. Le dernier câble a cédé. Le filet, comme un lourd fardeau mort, a commencé à s'enfoncer vers le fond. La baleine était libre. À ce moment-là, l'air dans nos bouteilles était dans la zone rouge. Les requins, sentant le mouvement, se sont lancés à l'attaque. Et là, l'océan a explosé en mouvement. La baleine ne s'est pas enfuie au loin. Elle a frappé de sa puissante queue, créant un tourbillon si puissant que 2 requins ont été simplement projetés sur le côté, comme des quilles. Le géant s'est retourné avec une agilité incroyable pour une telle masse. Il s'est placé entre nous et les prédateurs, nous protégeant de son corps, un mur vivant de coquillages et de peau. Nous avons commencé une remontée d'urgence. La baleine est remontée avec nous, tournant en spirale autour de nous, empêchant les requins de s'approcher. Nous avons fait irruption à la surface, aspirant avidement l'air. Le Zodiac était à proximité. Nous avons grimpé à bord, tombant au fond du bateau, arrachant nos masques. Notre cœur battait si fort qu'il semblait qu'il allait briser nos côtes. « Ils sont partis ?» haleta Marc en regardant l'eau. « Ils sont partis ?» L'eau autour du bateau s'est calmée. Les requins n'étaient plus visibles. La baleine non plus. « Elle est partie », dis-je avec un mélange de tristesse et de soulagement. « Elle est vivante. » Nous étions allongés, regardant le ciel, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. L'eau sous notre bateau a soudainement bouillonné. Le Zodiac a basculé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Marc en s'agrippant au bord, lentement, majestueusement, sans mouvement brusque. Une montagne noire et brillante a commencé à s'élever de l'eau. La baleine a fait surface juste en dessous de nous. Mais elle n'a pas renversé la frêle embarcation. Elle nous a soulevés sur son large dos cicatrisé. Nous avons senti le bateau s'élever. 1 mètre. 2. Nous nous sommes retrouvés suspendus dans les airs, en équilibre sur le dos du Léviathan. Elle nous a élevés au-dessus de l'océan, comme pour nous offrir, à nous petits humains, la possibilité de voir le monde de son point de vue. Un jet de vapeur s'est échappé de son évent avec un bruit sourd, nous enveloppant d'une brume chaude et humide. Dans cette expiration, il n'y avait plus de douleur. Elle nous a maintenus ainsi pendant environ 1 minute. Le temps s'est arrêté. C'était un geste de confiance et de gratitude absolue. Elle nous disait « Je sais ce que vous avez fait. Je sais que vous avez risqué votre vie. Nous sommes du même sang, vous et moi. » J'ai tendu la main par-dessus bord et j'ai touché sa peau. Elle était chaude et rugueuse, comme une pierre mouillée. « Merci, mon frère », murmurai-je. La baleine a lentement commencé à s'enfoncer. Le bateau s'est posé doucement sur l'eau, sans éclaboussure. Le géant a pris une dernière inspiration, nous a montré en guise d'adieu son immense nageoire caudale avec son motif unique, et a disparu dans les profondeurs, là où la liberté l'attendait. Nous sommes rentrés au port en silence. Les mots étaient inutiles. Sur la caméra de Marc, il restait des images qui allaient faire le tour du monde. Des hommes coupant des liens, des requins dans l'obscurité, et l'image finale. Notre bateau, élevé sur le dos d'une baleine, vers le soleil. Cet événement m'a changé. J'ai cessé de simplement plonger. Marc et moi avons créé une fondation pour nettoyer l'océan des filets fantômes. Chaque fois que je descends dans les abysses, je cherche des yeux cette baleine. Je sais qu'elle est quelque part là-bas, chantant sa chanson. Ce n'est plus une chanson de mort, c'est un hymne à la vie, dans lequel il y a une note pour nous aussi, les humains qui ont enfin appris non seulement à prendre, mais aussi à sauver. La morale de cette histoire est simple et profonde, comme la fosse des Mariannes. Dans la nature, il n'y a pas de dette impayée. Et lorsque l'homme fait preuve d'une véritable humanité envers une autre espèce, la nature lui répond de la même manière, l'élevant au-dessus de l'ordinaire, au sens propre comme au figuré.